Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Visite du président burkinabé au Mali, une visite qui suscite de multiples réactions chez l'opinion publique nationale, mais également internationale. Pour plusieurs, l'affaire des 49 mercenaires, mais également le sujet concernant le G5 Sahel, une quelconque ou alors une tentative de réintégration du Mali au G5 Sahel sont les réelles motivations de la visite du président burkinabé. Et pour ces géopoliticiens, il faudrait que cette affaire des 49 mercenaires reste entre les mains de la justice malienne. Chers téléspectateurs, nous parlons également ce soir de l'arrestation de l'activiste ivoirienne Buchéri Balé. Cette arrestation qui est considérée par sa défense comme un traquenard. Le non-respect, la défense évoque le non-respect de la loi fondamentale ivoirienne. Et à ce sujet, arrestation de Buchéri Balé, comment comprendre? Que se passe-t-il véritablement? Et surtout, beaucoup s'interrogent sur cette visite du président burkinabé en soulignant que le président burkinabé veut se positionner comme un médiateur après l'échec du Togo. Pour en parler, des experts de haute facture. Monsieur Batenguele, bonsoir. Bonsoir Madame Capen, bonsoir à tous les Africains, tous les panafricanistes qui nous regardent, bonsoir à tous les techniciens grâce à qui nous avons une retransmission impeccable de l'émission, bonsoir à la direction générale, au PDG Afrique Média, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Bonsoir également à tous les copanélistes, surtout ceux en duplex qui vont nous accompagner durant l'émission. C'est un plaisir de vous retrouver, Monsieur Jonathan Batenguele, dans le cadre de ce programme. Un habitué et un expert, pas des moindres. Général Issa Diawara, bonsoir. Capen, bonsoir à Jonathan Batenguele, bonsoir à Nestor, je n'ai pas vu les autres. Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment précis. Merci. Général Issa Diawara d'être des nôtres ce soir dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des premières dames et surtout au regard de ces deux thématiques à l'ordre du jour. Il faut le souligner au cœur des débats télévisés qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Monsieur Nestor Podacé, bonsoir. Activez votre micro, Monsieur Nestor Podacé. Activez le micro. Ok, excusez-moi. Alors donc je disais bonsoir à vous, bonsoir à Jonathan, bonsoir à Issa Diawara, bonsoir à tous les autres panélistes, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les Africains et bonsoir à tous ceux qui se battent pour la libération de l'Afrique. À nous la victoire et à bas l'impérialisme. Activiste panafricaniste, et on rappelle que le général Issa Diawara, analyste politique et panafricaniste. Un autre invité dans le cadre de ce programme, Monsieur Sylvain de Begou. Bonsoir. Madame, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir toute l'Afrique. Bonsoir Afrique Média qui nous donne toujours l'occasion de nous exprimer sur les problèmes clés qui concernent l'Afrique et qui, nous pouvons le dire, si ces problèmes sont résolus, vont libérer totalement l'Afrique. Bonsoir une fois de plus. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine. Et un autre invité également dans le cadre de ce programme, Monsieur Koné Bagbo, bonsoir. Bonsoir Madame Céleste, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au camarade Jonathan Batenguele, bonsoir au général Diawara, bonsoir à mon camarade Sylvain de Bogo, Bogu autant pour moi. Et bonsoir aussi aux camarades depuis le Burkina Faso, Nestor Podacé. Bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir aux techniciens et bonsoir au PDG. Merci. Merci d'être là, Monsieur Souleymane Koné Bagbo. Vous êtes activiste panafricaniste. On rappelle également que Monsieur Sylvain de Bogo est analyste politique et panafricaniste. Alors, Monsieur Jonathan Batenguele, je commence par vous. Visite du président burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba, qui justement est en cours du côté de Bamako. Une visite qui, pour plusieurs, est considérée comme une visite assez motivée par d'autres puissances africaines ou alors d'autres États africains
notamment la Côte d'Ivoire. Ce ne serait pas étrange. Quelle est votre analyse? Ce ne serait pas étrange, ce ne serait pas aussi quelque chose de... Ce ne serait pas un tollé, parce que M. Damiba s'est illustré négativement pendant sa prise de fonction, ou du moins pendant les débuts de sa gestion. Et il a montré qu'il n'était pas acquis à la solde des idées émancipatrices. Il était quelqu'un de plutôt proche des cercles de Ouattara, dont le canal Compaoré. On a vu la tentative de réconciliation qui a échoué à Ouagadougou. C'est pas finalement l'homme qu'on avait attendu, le révolutionnaire à la tête du Burkina Faso. C'est malheureusement un larbin de plus, et on a vu les manifestations qui se sont déroulées ces derniers jours à Ouagadougou et dans d'autres villes, Bobo Dioulasso ou notre frère Nestor Podacier, que je salue en passant. On a vu des manifestations se dérouler dans plusieurs villes qui demandaient qu'il change de cap, qu'il retrouve le cap des frères maliens. Donc il y a une supputation qui est tout à fait fondée, qui va en faveur de ce que l'on pourrait voir dans son rapprochement avec Ouattara et Compaoré, une tentative de médiation dans le cadre de la crise, ce qui est aujourd'hui confirmé comme étant une crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, notamment l'affaire des 49 mercenaires, les 50 mercenaires qui ont été interpellés sur le territoire malien. Sans toutefois vous interrompre, M. Jonathan Batengene. Et à ce sujet, beaucoup de géopoliticiens soulignent le fait que le président burkinabé voudrait se positionner comme le médiateur après l'échec du Togo. Quel est votre avis? Partagez-vous cet avis ou alors vous ramez en contre-courant? Il y a cette thèse. Pour nous, il y a une thèse qui peut être débattue à propos, mais il ne faut pas ignorer que Ouagadougou et toutes les villes du Burkina actuellement sont sous le coup de manifestations, de populations qui demandent un rapprochement entre les autorités de Ouaga et les autorités de Bamako. Donc, il y a de faux soupçons qui peuvent être alimentés d'éléments sérieux. Nous avons mobilisé le fait que M. Damiba a servi les intérêts de M. Compaoré, puis les intérêts de M. Ouattara par ricochet. Donc, on peut croire qu'il veut remplacer, parce que le Togo n'a pas pu jouer les médiateurs. On a vu le président de l'Union africaine essayer également de venir apporter son coup de main dans la négociation pour la libération des 50 soldats ivoiriens. Aujourd'hui, c'est peut-être Damiba qui, en tant que voisin et puis qui subit les mêmes problèmes que le Mali, voudrait se poser comme étant l'acteur qui va jouer l'entre-gens avec les autorités de Bamako. C'est une thèse qui est fort probable. Toutefois, il ne faut pas ignorer que de plus en plus, Damiba lui-même est sous le coup d'une pression populaire qui lui demande de se rapprocher des autorités de Bamako. Donc, on aura d'une pierre certainement deux coups. Il va certainement aborder la question des mercenaires ivoiriens parce qu'il est certainement aussi en mission pour le compte de ceux-là, mais il ne va pas ignorer l'appel de son peuple. Il va certainement ouvrir également les débats avec les autorités maliennes. On a suivi son premier ministre qui a annoncé qu'ils étaient prêts à eux également. Ils ne fermaient pas la porte à un partenariat avec la Russie. Donc, certainement, le président Damiba à Bamako va discuter de tous ces sujets-là. Est-ce qu'il sera finalement le pion envoyé par la sous-région pour essentiellement discuter de la question des mercenaires? S'il le fait, il va davantage plomber son début de gestion, il va davantage plomber sa transition et il risque de se mettre à dos la population qui, elle, est remontée par les pratiques déstabilisatrices de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas ignorer l'appel de toutes ces populations burkinabées qui demandent de plus en plus au président Damiba d'écouter les frères du Mali et de se mettre dans les mêmes dispositions que les frères du Mali. Et nous voulons croire, nous voulons être optimistes que le président Damiba, au lieu de jouer la carte du larbin de la sous-région, jouera plutôt celle
du président qui a écouté son peuple et qui est en train de revirer vers de nouveaux sentiers, ceux notamment de la coopération avec les autorités maliennes et leurs alliés, dont les partenaires russes. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. Jonathan Batengene. M. Nestor Podassé, visite d'amitié et de travail entre les deux États. Le président burkinabé à Bamako. Pour d'aucuns, ce communiqué de la présidence du Burkina Faso ne trahit pas les réelles motivations du président burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba. Pour certains analystes politiques, le G5 Sahel est le réel point à l'ordre du jour. Quelle est votre grille de lecture? Moi, mon grille de lecture, elle est simple. Damiba joue garçon de course pour Alassane Ouattara au profit de la France. C'est tout. Voilà. Il est parce que il ne serait que la semaine passée, le 22 janvier, le ministre de la Défense du Niger était au Burkina Faso. Et à partir d'ici, ils ont appelé le président Assimi Goïta à revenir au sein du G5 Sahel. Et il a annoncé d'abord son départ à Abidjan. Et vu qu'au niveau de l'opinion nationale, il y a eu beaucoup de critiques, en même temps, hier, ils ont introduit visite ils ont annoncé qu'il va aller au Mali aujourd'hui. Alors, peut-être c'est pour faire baisser la fièvre, mais le peuple est resté vigilant. Si tu vas sur la toile tout de suite, que ce soit dans le forum WhatsApp, dans le forum Facebook, tu verras que beaucoup sont opposés à cette visite. Au contraire, les Burkinabés même met Assimi Goïta en garde d'être vigilant parce qu'il n'y a pas confiance. Il n'y a pas confiance, il y a une grande méfiance. Parce qu'il a pris pouvoir, il a dit, à cause de l'insécurité, il est arrivé au pouvoir. 8 mois après, 0 à la base. Nous sommes au 9e mois, il n'y a pas de résultat, on ne connaît pas le début et la fin. Si au début il était arrivé, il était allé vers la Russie et que les armes étaient commandées, peut-être à l'heure là, nos militaires étaient en train de travailler sur le terrain. Mais le terrorisme n'est pas que gagner du terrain. Et tu te permets de dire que non, le Mali n'a qu'à revenir au G5 Sahel. Et cette communiqué a été lu à Ouagadougou ici. Et 2 jours, 3 jours, tu t'en vas à Bamako. Et de Bamako, tu continues à Abidjan. Alors donc, du coup, nous, on pense qu'il est devenu garçon de course pour Abidjan. Voilà, parce que, bon, si Abidjan n'avait pas dit d'aller à Bamako, il ne va pas oser aller. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, sa première mission n'était pas d'envoyer un émissaire au Mali. Ils ont envoyé d'abord une émissaire au Niger, après ils ont envoyé une émissaire en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana. C'est là-bas qu'ils sont allés d'abord premièrement, avant d'aller au Mali plus tard en avril, quand la rue commençait à grogner. Voilà, donc c'est comme si quand la tension commence à monter, on envoie un émissaire au Mali pour baisser un peu la température. Mais comme cette fois-ci, nous avons décidé d'attaquer, de ne plus replier à la base tant obtenir les résultats. Donc c'est le chef de classe lui-même qui sera à Bamako avec la permission de Ouattara, bien sûr. Donc cette visite ne rassure aucun panafricain sérieux au Burkina Faso aujourd'hui. Au contraire, nous mettons les Maliens en garde de rester vigilants et de rester très vigilants, de ne pas se laisser berner. Voilà. Parce que nous, on pense qu'il allait pour demander à Assimi Goïta de rejoindre le G5 Sahel et puis maintenant essayer de négocier pour qu'on libère les 49 mercenaires. Alors que nous, actuellement, ce n'est pas ça que nous on veut. Nous, on veut que Burkina dise à la France, les bases militaires des Camouinsiens, là, les forces spéciales qui sont à Ouagadougou ici, de quitter. Parce que les forces spéciales basées à Ouagadougou ici jouent un grand rôle pour la France. Et actuellement, comme nous avons bloqué le convoi de l'armée française, donc on fait rentrer les marchandises là avec le marché noir. C'est-à-dire ça passe 2, 3, on camoufle ça, on emballe ça avec des bâches, ça passe. Des fois maintenant les convois là passent par Bénin, ça passe derrière Fada, puisque là-bas c'est la brousse, c'est les terroristes qui contrôlent là-bas, il n'y a pas l'état central là-bas, ça passe par là-bas, ça passe par Kanchari pour rentrer au Niger, pour aller à Niamey, pour remonter. Donc voici comment ils se ravitaillent. Alors que si on avait un président qui avait pris une décision ferme comme Assimi Goïta, ça veut dire que le Burkina allait être coupé. Et une fois que le Burkina est coupé, la France ne peut plus ravitailler ses soldats au Niger. Et là, c'est fini. Ça veut dire que Niger, on n'a même pas besoin de dire à Bazoum, la France n'a qu'à quitter le Niger. Une fois qu'on part de Burkina Faso, il n'y a plus de ravitaillement terrestre à l'armée française et aux choses. Au Niger, les capacités opérationnelles vont se réduire. Et Damiba n'est pas dans cette logique-là d'abord. Et le porte-parole du gouvernement est sorti en fin mars, nous dit que le Mali n'est pas le Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas le Mali. Alors que le Mali et le Burkina, c'est la même chose. Issa Diawara et moi, on se salue, Issa. C'est pas ça.
Lui et moi, on parle même langue. Issa Diawara et moi, nous parlons même langue. On parle le bambara ensemble. Alors, si Mali, le peuple malien et le peuple burkinabé, on parle même langue, et vous dites que dans votre sortie, communiquée à la chronique, à la solde de Paris, vous dites que Mali, Burkina, ce n'est pas la même chose. Nous, le peuple, on ne va pas accepter. Parce que nous sommes un peuple uni. Donc, Damiba a intérêt à faire ce que nous, on veut. C'est tout ce que nous, on lui demande. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Podassé, pour cette première intervention. Général Issa Diawara, faudrait-il mettre plutôt les regards sur le communiqué officiel, notamment visite d'amitié de travail, renforcement des excellentes relations séculaires entre les deux États africains? Oui, effectivement, permettez-moi de saluer une fois de plus tout le monde. Cette visite, vous savez ce qui est dit officiellement, mais généralement il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Il y a toujours des points à l'ordre du jour quand il s'agit d'une visite. On parle d'une visite d'amitié, d'une visite comme ça. Mais nous savons que le fond de la visite, c'est toute autre chose. En fait, d'après les informations que nous disposons ici, moi personnellement au Mali, d'après en tout cas mes réseaux, je me suis bien renseigné, je me suis bien informé. Damiba est bien sûr venu dans un cadre de partenariat stratégique, il est venu dans un cadre de coopération militaire, il est venu dans un cadre de géopolitique, surtout sous-régional. N'oubliez pas que l'Afrique de l'Ouest est en train de bouger beaucoup ces derniers temps. Damiba, regardez le contexte dans lequel Damiba est arrivé ici. Damiba est venu après la visite, juste après la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Et ensuite, avant ces derniers, on avait une délégation des religieux de la Côte d'Ivoire qui est arrivée ici. Et il y a les Congo qui a passé par là. N'oubliez pas que l'ONU était ici. Et n'oubliez pas que nous avons eu bien sûr la visite du président même de l'Union africaine, Macky Sall. Donc Damiba arrive dans un cadre où c'est presque tout le monde qui est en train de se relayer au Mali. Donc Damiba vient bien sûr pour beaucoup plus de questions bilatérales. Il ne faut pas mettre ça, c'est une coïncidence. Je ne crois pas que Damiba est venu pour faire libérer les militaires ivoiriens, non. Et les dirigeants maliens, les 5 colonels du Mali sont beaucoup plus intelligents pour faire libérer des militaires à la première venue de Damiba. Nous savons que c'est la première sortie de Damiba depuis qu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso. C'est sa première sortie, donc c'est au Mali. C'est un message, ça envoie des signaux. Damiba est en train de rejoindre un chemin. Mais quitte maintenant à voir, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de sa démarche? Il faut voir la démarche de Damiba. Il faut inscrire cela dans les discours de son premier ministre. Et je le dis, n'oubliez pas, au Mali, quand le Mali a prêté ce chemin, c'est d'abord, cela est parti du discours du premier ministre du Mali, bien sûr, M. Choguel Koukala Maïga, qui avait déjà annoncé les couleurs. Donc, le premier ministre du Burkina a annoncé les couleurs, je pense. Damiba essaie de matérialiser cela. Nous avons dit, nous ne croyons pas au discours, nous croyons beaucoup plus aux faits. Donc, une chose est de venir au Mali. Et l'accueil d'ailleurs qui a été réservé à Damiba au Mali, quand le colonel Goïta n'a pas tout de suite serré la main, et c'est un coup de coude qu'il a donné, cela veut dire beaucoup. Ça montre que Damiba a encore beaucoup plus d'efforts à fournir. Ce n'est pas la première fois que des autorités burkinabées arrivent. Il avait déjà envoyé un groupe d'officiers. Et à l'époque, nous avons eu à lui dire que ça ne suffit pas. Il faut encore beaucoup de gestes. Parce qu'au même moment où il est en train d'empêcher des manifestations pro-Mali, au niveau du Burkina, des manifestations des panafricains et des manifestations qui vont dans le sens de la Russie et autres. Donc ce n'était pas le bon moment de l'accueillir. Je pense, de son côté, le fait qu'il a déjà ouvert peut-être un cas de dialogue avec ces panafricains, il est en train de lancer quelques signaux. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons que Damiba accélère les choses. Il faut qu'il aille vite. Et nous avons eu à le dire ici, peut-être ici Afrique Média, qu'il faut aller dans un cadre de partenariat bilatéral entre, bien sûr, le Mali et le Burkina. Je ne pense pas qu'il est venu pour cette histoire du G5 Sahel. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas que Damiba a intérêt aujourd'hui à révéler le G5 Sahel. Il y a des choses qui se passent en Afrique de l'Ouest que beaucoup ne sentent pas. Même Ouattara aujourd'hui se semble un peu menacé par la France. Ça, ne l'oubliez pas. C'est leur pion, c'est leur valet. N'oubliez pas qu'ils avaient mal remercié Blaise Compaoré. La France a tout à mal remercié ses collabos. C'est un pays d'ingratitude, bien sûr.
Parce que de toutes les façons, les valets de la France aussi sont ingrats avec les peuples africains. Donc, aujourd'hui, beaucoup de valets de la France ne se sentent pas en sécurité. La libération, c'est qu'on va parler des mercenaires ivoiriens. Je pense que le taureau qui est toujours à la manœuvre. Beaucoup d'informations que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux. La première information a d'abord été bien sûr donnée par les Togolais. Donc Damiba arrive, il est en train de tenter quelque chose. Il faudrait peut-être l'accompagner dans ce sens. Il faudrait peut-être l'encourager dans ce sens. Il ira bien sûr rendre compte à Ouattara, en Côte d'Ivoire. Il sera question peut-être de dire la vérité à Ouattara, qu'il est temps qu'on veut aller dans ce sens, ou voici ce que je compte faire. Mais, vu que Ouattara est son parrain, il est tenu d'aller rendre compte à Ouattara, il est tenu d'aller en tout cas défier Ouattara ou donner une explication à Ouattara. Et je pense que la suite de cette histoire sera bonne. Merci. Alors, Monsieur Sylvain de Bogou, selon vous, quels sont les enjeux de la visite du président burkinabé au Mali? Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont intervenus avant moi. J'ai dit que le président, en tout cas le militaire Damiba, c'est un homme lige de Alassane Dramane Ouattara, qui est lui-même aussi, en tout cas, une marionnette de l'Élysée. Et donc, Damiba, pour nous, qui sont aujourd'hui, qui va voir, en tout cas, Assimi Goïta et son équipe, pour nous, ça ne nous fait pas chaud ni froid. Ça va accoucher d'une souris. Damiba parle de coopération bilatérale, d'amitié, travail d'amitié et puis visite d'amitié. Mais depuis quand Damiba a été ami à Goïta, depuis toute cette maltraitance que le Mali est en train de subir, nous n'avons pas vu une seule déclaration de la part de M. Damiba. Alors pour nous, Damiba, il va tester, il va écouter en tout cas Assimi Goïta et son équipe pour aller rendre compte à son parrain, dont il est l'homme lige, Alassane Dramane Ouattara, qui lui ne veut même pas reconnaître officiellement ce que les mercenaires sont allés faire au Mali. Il ne veut pas reconnaître parce que Alassane Dramane Ouattara se prend pour le roi de toute l'Afrique et principalement de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a ici une arrogance totale, un mépris total de la part d'Alassane Dramane Ouattara. Damiba, c'est lui qui voulait forcer tout le peuple burkinabé à accepter le retour de Blaise Compaoré, l'assassin, en tout cas crapuleux de Thomas Sankara. C'est cela. Et donc Alassane Dramane Ouattara l'envoie à travers, en tout cas l'envoie là-bas, pour aller prendre de ces nouvelles. Il va forcément parler de ces 50 mercenaires dont un portait disparu. Il va pas parler de ces 50 mercenaires. C'est cela la réalité. Damiba n'est pas là pour un travail, en tout cas pour le G5 Sahel. Il va peut-être brosser cela parce qu'ils sont dans le même groupe. Mais en réalité, il ne va pas pour cela. Pour nous, cette visite de travail qui finit finalement en Côte d'Ivoire, c'est une visite au Burkina Faso, voilà, au Mali du moins, une visite au Mali pour aller essayer de convaincre, en tout cas, Assimi Goïta. Alors que nous savons que le problème malien aujourd'hui n'est pas un problème de pays en pays, c'est un problème panafricain. Il faut que les gens comprennent cela. C'est un problème qui dépasse Damiba lui-même, qui, depuis son arrivée au pouvoir, depuis sa prise du pouvoir, a joué le jeu d'Abidjan et de l'Élysée. Damiba n'est pas là pour libérer ou bien pour aider les panafricains qui veulent une liberté réelle, profonde et définitive de l'Afrique. C'est cela le problème de Damiba. Et Damiba ne peut pas changer tout d'un coup et devenir un super panafricain. Damiba, pour nous, c'est un homme qui joue avec, qui veut jouer avec l'esprit des gens, et donc on va le traiter ainsi. Sinon, pour l'instant, ma première sortie, c'est que Damiba, sa visite là-bas, il va échouer et il va aller faire, il va dire le compte rendu à Alassane Dramane Ouattara, qui ne va pas apprécier cela parce que lui, il n'écoute personne, il écoute son instinct, il écoute que lui-même, il est le joueur, l'arbitre
et en même temps le juge de touche, Alassane Dramane Ouattara, le roi que la France a imposé à l'Afrique francophone. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Les problématiques du Sahel pour renforcer la collaboration entre les deux États et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs, tel est un aspect à l'ordre du jour dans le cadre justement de cette visite. Et pour d'aucuns, il s'agit juste d'un leurre. Monsieur Souleymane Kone-Gbagbo, partagez-vous cet avis ou bien? Moi, je ne partage pas ça. Bonsoir déjà, pour ceux que je n'ai pas salué. Moi, je ne partage pas ça du tout. Du tout. Je ne comprends pas les êtres humains. Souvent, je suis là et puis moi, petit Borogone, je me dis, mais est-ce que les êtres humains, souvent, ils poussent la réflexion, c'est qu'ils prennent du recul. Je me demande ça parfois. Madame, Damiba là, s'il met dans un communiqué, je vais voir Assimi Goïta pour les 49 mercenaires. Qui va le faire quoi? Qui va le faire quoi? Personne. Ce qu'il a mis dans un communiqué là, pourquoi les gens ne veulent pas croire à ça? Je ne comprends pas les gens. Dès que Damiba a annoncé hier soir, dès qu'on a appris que Damiba va au Mali, les gens sont venus nous dire en même temps que Damiba va pour plaider afin que Assimi Goïta libère les 4 mercenaires. Maintenant là, avant que Damiba n'atterrisse à 15h du Mali, il y a trois mercenaires qui ont été libérés. Mais si c'est comme ça que Damiba, mais il est fort de la médiation, mais c'est qu'on va le prendre maintenant pour aller plaider pour nous au niveau des Nations Unies. C'est que le Japon est en train de plaider avec les autres pays africains afin que un seul pays ait un droit de veto au niveau des Nations Unies. Mais c'est qu'il faut opter pour le Burkina Faso parce que Damiba, il est expert en médiation, parce qu'il est sage. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de là. Ça fait 2 fois que Damiba envoie des personnes, des délégations au Mali. Ils sont allés dans une première fois, ils ont signé un accord de coopération entre eux. Le Mali a quitté tous ses partenaires du G5 Sahel. Il a appelé Damiba encore, viens, on va faire une mutualisation des forces. Je ne comprends pas si les gens pensent que eux ils aiment le Mali qui a Assimi Goïta. On tag Damiba de valet de la France. On est d'accord. Mais comment on sait que nous tous on sait ici, personne ne peut le nier, que l'ennemi premier du Mali c'est la France. Et on dit que Damiba est l'ami à l'ennemi premier de la France. Mais Assimi Goïta mutualiser ses forces avec l'ennemi de son ami, soit il est fou ou il est trop fou. Ça, il n'y a rien à faire. Soit Assimi Goïta est fou ou il est trop fou. Il est bête ou il est trop bête. D'aller s'allier à l'ami de son ennemi. Mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Oh, excusez-moi. Je ne comprends pas. Sérieusement, moi je ne comprends pas. Il faut sortir de ça. Prenons du recul. Aujourd'hui, bonne nouvelle du côté de Burkina Faso, il est en train de se faire. Les habitants de Sétanga, la ville Mati, les gens sont en joie. Chaque jour, les ravitaillements se font dans les villages. Avec des sous-escortes militaires. Ils vont donner la nourriture aux gens à Djibo. Des voies, des ponts dynamités sont rétablis chaque fois. Je suis à la lettre, à la minute de paix, ce qui se passe au Burkina Faso. Moi, je rejoins ce que le camarade Diawara vient de dire. Damiba est bel et bien parti au Burkina Faso, au Mali, dans une coopération et dans un partenariat stratégique. Parce qu'il a besoin de boulevard avec la Russie. Et nous pouvons vous le dire. Aujourd'hui, il y a 20 pick-up de la part des Allemands qui ont été livrés au Burkina Faso afin de faciliter le déplacement sur le terrain, sur le front. Bonne nouvelle. Nous apprenons encore de sources sûres qu'il y a 3 avions de combat russes qui sont atterris au Burkina Faso. Nous attendons la médiatisation. Je ne dis pas que c'est officiel, mais de sources sûres,
sûr qu'il y a ça qui est là. Aujourd'hui, au Niger, les attaques ont diminué. Les attaques ont cessé. Mais pourquoi les attaques ne cessent pas au Burkina Faso et au Mali? Parce qu'ils n'ont pas encore accepté. Ils n'ont pas encore accepté. Même demain, il y aura attaque. Même aujourd'hui, il y a attaque. Ils n'ont pas encore accepté. Et pourquoi? D'ailleurs, allons dans leur lancée. Les gens disent, ouais, Damiba, il est parti pour plaider pour Alassane Ouattara pour les 49 mercenaires. Mais pourquoi? C'est le petit Damiba qui est venu il n'y a même pas un an au pouvoir, qu'on utilise pour aller faire médiation auprès d'Assimi Goïta. Pendant que tous les dieux ont échoué. Donc il faut dire qu'il y a un lien entre Assimi Goïta et Damiba. Sois sérieux. Et quand Damiba arrive, pendant les sanctions sur le Mali, où toutes les frontières étaient fermées, il a ouvert la frontière de Burkina Faso avec le Mali. Il n'a plus refermé. Le gars, dans un premier temps, il faut le dire, avait eu du mal à prendre la bonne direction. Ou à laisser planer le doute. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'après la sortie de son premier ministre, qui a une sortie, mais qui ne se fait pas, je demande à Alassane Ouattara ou à Patrick Assi de faire une telle sortie. Dire que nous allons rompre le partenariat, nos partenariats avec la France. Dire ça. Et traiter un ambassadeur français d'idiot. Je mets au défi Alassane Ouattara et Bazoum de faire ça. Ou Macky Sall de tenir ce genre de propos. Il faut savoir lire entre les lignes. À la suite de ça, Damiba lui-même se déplace, il fasse Assimi Goïta. Mais il faut comprendre des choses. Lui, il doit partir à Abidjan. Mais Damiba a un problème. Il faut le dire. Et selon les calculs, on arrive à un résultat. Et Assimi Goïta, et Damiba, et Doumbouya veulent rester au pouvoir pour au moins un mandat. Parce que 2 ans, ça ne suffit pas pour une bonne des fondations. Mais si Damiba doit aller aux élections, il faut avoir des électeurs. Quel électeur qui va le voter? Damiba aujourd'hui logne les militants de Blaise Compaoré. Oui, il logne les militants de Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, je trouve où? Blaise Compaoré, je trouve à Côte d'Ivoire. Alors il faut aller voir Blaise Compaoré pour donner bonne impression aux militants de Blaise Compaoré, aux militants de Blaise Compaoré. Vous avez vu vous-même, quand Blaise Compaoré est arrivé au Burkina Faso, tous les militants de Blaise Compaoré qui étaient là ne disaient pas merci à Blaise Compaoré, ne disaient pas merci à Dieu, mais disaient merci à Damiba. Une sympathie énorme est née au sein de ces militants pour Damiba. Ils cherchent la présidence. Alors pour avoir la présidence, il faut des militants. C'est ça la vérité. C'est cela la réalité. Si Damiba sort du cadre panafricaniste et qui se rallie à la France, où il travaille pour Ouattara, on l'allume. Ça, c'est ce qui tombe. Mais aujourd'hui, le gars, il est sur une bonne voie. Moi, je pense que, indépendamment de notre volonté, nous sommes en train de faire le travail de la France. Parce que c'est ce qu'ils ont souhaité. Faire planer le doute autour de Damiba, faire passer Damiba pour un ado colon. Et assister des journalistes, il faut le dire. Des journalistes au Burkina Faso, je le dis. Je remarque leur publication. Ils ne vont jamais publier les efforts consentis par l'armée burkinabé sur le théâtre. Mais il suffit juste qu'un VDP ou FDS tombe. Il faut la une des journaux avec ça. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas leur patrie et ils aiment l'argent. Parce que les Blancs les payent. Là, Macron a nous dit ouvertement que je vais payer des gens pour vous contrecarrer. Et des chaînes vont naître. Des chaînes naîtront contre nous. Et si nous allons dans cette vallée, dans leur sens, c'est pas bon pour nous. Merci, Monsieur Koné Barbeau, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Général Issa Diawara, pouvons-nous voir dans cette visite
un partenariat économique fort entre les deux États. Général Issa... Effectivement, oui, madame, effectivement, il y a des précisions à donner. Et comprenez, j'ai dû bien observer l'accueil du colonel Damimba d'abord à l'aéroport. Il a tendu la main, mais le colonel Goïta n'a pas voulu tout de suite prendre sa main. Il lui a donné un coude. Vous pensez qu'un homme accueilli dans de telles conditions peut arriver à Bamako et tout de suite, Assimi Goïta décide de libérer les mercenaires ivoiriens pour lui faire plaisir? La réponse est non. La réponse est non, il va jamais le faire. Et ensuite, comprenez Damimba dans cette histoire, je veux que vous compreniez une chose. Damimba en réalité, il est poussé par son peuple. Damimba veut aller dans le sens de son peuple. Damimba veut arriver. Vous savez, dans la vie, nous n'avons pas le même courage. Les gens n'ont pas le même engagement. Damimba veut faire un pas. Mais de l'autre côté, il est tenu par ceux qui lui ont amené aussi au pouvoir. Ce n'est pas gratuit qu'il avait d'abord annoncé qu'il doit se rendre à Abidjan. Et il sait aujourd'hui qu'il est acquis par son peuple. Ici, une fois sur Afrique Média, nous avons dit, Damimba de toutes les façons ne pourra pas sortir de cette tradition s'il ne va pas dans le sens de son peuple. Que ce soit et qu'il demande à se maintenir au pouvoir ou qu'il veuille organiser une élection, en tout cas pour avoir un de ces hommes à la tête du pouvoir, nous sommes tous africains, nous savons ce qui se passe. Il aura toujours besoin de son peuple. Il n'a pas besoin d'une crise post-électorale. Damimba veut aller dans le sens de son peuple. Maintenant, comment aller? Il tente maintenant l'expérience du Mali. En tentant l'expérience du Mali, Damimba arrive. Donc, il a un pas un peu vers le Mali, mais il a encore son corps de l'autre côté. Il est en train d'arriver. Et n'oubliez pas le Mali dans son combat, dans la mission que les panafricains ont confiée au colonel Goïta. Il s'agit de quoi? Il s'agit de renverser la France totalement partout en Afrique. N'oublions jamais l'objectif. De quoi s'agit-il? Et si nous avons l'occasion d'user, en tout cas de toute intelligence, de toute la stratégie que nous disposons pour faire venir Damimba, mais il ne faut pas hésiter une seule seconde. Donc Damimba, on est en train de prendre sa main. Tout comme aujourd'hui, nous tenons la main du colonel Doumbia, aujourd'hui nous voyons que la France est en train de faire sortir des manifestants pour déséquilibrer ces derniers. Or, nous savons comment il arrive au pouvoir. Donc il est question de récupérer ces hommes. Petit à petit, c'est cette mission qu'on a confiée effectivement au Mali. Et c'est pourquoi quand vous voyez le Mali traduire la France devant le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est bien sûr pour faire expulser toutes les bases militaires françaises de l'Afrique. C'est de cela qu'il est question. Le Mali aujourd'hui n'est pas seulement en train de porter le combat du Mali. J'ai dit, je le répète, le colonel Assimi Goïta a eu plusieurs propositions de la part du bloc France-Afrique pour qu'il ait une présidence à vie. S'il accepte de se limiter simplement au Mali, il a dit non. Son combat, c'est l'Afrique, c'est le Mali. Donc aujourd'hui, quand Damimba arrive, il faut tendre la perche à Damimba. Essayons de l'amener. Du moment où la France-Afrique travaille à débaucher les présidents panafricains, à faire peur aux panafricains aujourd'hui, nous autres panafricains, nous devons avoir toute la stratégie nécessaire pour encore débouter un président du clan occidental. N'oubliez pas, aujourd'hui, comment est perçu le président Faure Gnassingbé et Adema. Je vous ai dit, je le répète, ce n'est pas gratuit que le Mali a confié toutes ces médiations au président togolais, sachant bien sûr que ce dernier est un homme de la France-Afrique. Est-ce aujourd'hui ce dernier a la confiance du bloc France-Afrique? Quel est aujourd'hui le lien entre le président Eyadema et Ouattara? Comprenez cela dans 6 mois, dans une année, dans 24 mois, comment l'Afrique de l'Ouest sera, comment on peut voir l'Afrique. C'est ce travail qui est en train d'être fait. Peut-être, j'avais dit des choses en parabole, mais je pense qu'il faut peut-être dévoiler certaines choses. Il faut aller droit au but. Damimba est venu dans un cadre de partenariat stratégique. Et comprenez que Damimba ne peut pas tout de suite abandonner aussi l'autre bloc sans certaines garanties. Damimba a besoin de certaines garanties parce que l'autre bloc, la spécialité c'est quoi? C'est vous enlever et puis vous amener dans un endroit où vous n'aurez jamais l'occasion de parler. C'est ce qu'ils ont fait à tous leurs valets. Regardez comment Blaise Compaoré aujourd'hui est amaigri. Regardez comment il est maigre, comment il souffre. Regardez comment Mobutu a fini sa vie au Maroc. Regardez un peu tous les valeurs occidentaux, comment ils ont terminé leur vie. Donc Damimba a besoin de certaines garanties. Il est au Mali, il a besoin de certaines assurances. Il veut apprendre. Donc dites-lui seulement bienvenue à l'école du colonel Assimi Goïta. Merci.
Merci pour cette intervention, Général Issa Diawara. Monsieur Batengene, pouvons-nous voir, je vous renvoie cette question, pouvons-nous voir dans cette visite une solidification d'un partenariat économique fort entre les deux États? Partenariat économique fort, peut-être, mais beaucoup plus partenariat sécuritaire. Le début d'une relation sécuritaire forte. Il faut noter que le colonel, nous le disions encore d'entrée de jeu, le lieutenant-colonel Damiba fait face à une vague de contestation sans précédent. Si pour une fois il a senti que le vent est en train de souffler, c'est maintenant. Parce qu'il a vu, il voit tous les vendredis des jeunes se lever et venir lui signifier qu'ils n'entendent plus continuer la coopération avec la France. Le Premier ministre burkinabé, quand il est intervenu la semaine surpassée, il y a cela 2 semaines, 1 semaine et demie, il a clairement repris le narratif de ces jeunes et a pris l'image de ces derniers comme étant un cadre motivant, mais un cadre qui montrait aussi la détermination d'un peuple à changer de paradigme. C'était un signal envoyé dans l'opinion, cette interview du Premier ministre de transition, du gouvernement de transition burkinabé. Aujourd'hui, Damiba au Mali, nous sommes tout à fait d'accord avec cette vision que partageait, cette analyse que partageait le général Diawara. Oui, il y a un revirement qui est en voie. Il y a quelque chose qui est en train de se produire au niveau de Ouagadougou. On parle de quelqu'un qui serait en mission, mais il faut voir que même si ça coïncide avec la libération des 3 membres de l'armée ivoirienne, les trois dames qui ont été libérées dans le contingent qui est actuellement retenu parce qu'ils se retrouvent en situation de mercenariat international, même s'il y a 3 personnes qui ont été libérées, ce n'est pas parce que le lieutenant-colonel Damiba aurait fait une pression extraordinaire sur les autorités de Bamako. Sinon, on pourrait se poser les questions. Quelle pression le Burkina pourrait poser sur le Mali que n'eût pu le Sénégal, la France ou encore la CEDEAO en bloc collectif, ou même est-ce que le Burkina serait donc plus pertinent? Vous avez posé la question d'entrée de jeu, que le Togo dans le cadre d'une médiation. Non. La libération de ces dames même peut être un signe à interpréter que les autorités burkinabées ont dû montrer qu'elles comprenaient le combat des autorités maliennes et que désormais elles entendaient faire cause commune dans la lutte contre le terrorisme. Donc il n'est pas exclu d'envisager qu'il y a un véritable revirement de la situation au niveau de Ouagadougou et que le combat de nos frères et de notre sœur, notre frère Nestor Podacier et tous les combattants de la liberté au Burkina, mais surtout le combat également de notre sœur Yelikam est en train de porter des fruits et que cette visite à Bamako restera comme le point de départ d'une nouvelle orientation de la transition au Burkina Faso. Les autorités burkinabées sont actuellement dos au mur dans le cadre de cette transition. Il ne faut plus voir en Damiba l'homme qui avait les coudées franches du départ. Vous savez qu'il vient avec une promesse fallacieuse. Aujourd'hui, on peut la traiter comme telle parce qu'il arrive en janvier, il dit, en février, il dit, je me donne nous donnons 5 mois, 5 mois pour ramener la sécurité. 5 mois après, nous sortions au mois de juin, il n'y a toujours pas de sécurité. Donc, nous sommes actuellement au mois d'août, on ne peut pas parler de sécurité. Il n'a pas pu endiguer ni résorber la question du terrorisme. Donc, M. Damiba en situation d'échec du point de vue de ses promesses. Et puis, la transition, il parle d'une transition qu'il a calquée sur le modèle malien. Nous avions dit que c'était un cheval de Troie. Et c'est bien pourquoi, même s'il y a revirement de situation, nous demandons aux autorités de Bamako, nous pensons que les autorités de Bamako restent très vigilantes. Parce que le Burkina Faso a une vieille tradition de traîtrise au niveau de ses élites. On connaît l'histoire de Compaoré qui a travaillé à la déstabilisation en sous-région. On a vu comment
à partir du Burkina, plusieurs rébellions sont formées en Afrique de l'Ouest et comment plusieurs leaders panafricanistes ont été exécutés. Donc, même si le président Damiba est en situation de revirement de ses positions, il faudrait rester très vigilant, on le sait, du côté de Bamako, parce que ce Burkina-là, c'est un Burkina qui est assez sensible. Les trajectoires là-bas sont assez complexes et la coopération avec, malheureusement, le néocolonialisme, surtout la domination française, reste de façon discrète très active et c'est un cheval de Troie qui pourrait venir viruser la transition malienne. Donc c'est pourquoi les autorités maliennes, même si, et quand notre frère Diawara raconte le film de l'accueil de M. Damiba, vous allez voir que le colonel Assimi Goïta l'accueille avec une poigne assez distante, parce que quand c'est la course, c'est des coups de coude qui se donnent, ça veut dire qu'on a peur. On se souvient bien que c'était la mesure barrière pour lutter contre la transmission de la Covid. Donc monsieur Goïta n'est pas en confiance avec monsieur Damiba. Et il a raison de rester sur cette position parce que ces acteurs-là nous ont déjà joué plus d'un tour. Ils sont arrivés au pouvoir, ils annonçaient des réformes ambitieuses et pourtant c'est d'une souris que cela a accouché. Et on a vu ce qui s'en est suivi, une fausse réconciliation qui est digne d'un orchestre parisien, du moins de la science de stratège du Quai d'Orsay, qui nous a été servi au lendemain de l'accession au pouvoir de Damiba. On a vu monsieur Compaoré, condamné à 20 ans de prison, revenir sur le territoire burkinabé, narguer carrément et les juges et l'opinion publique et le peuple burkinabé, mais surtout l'opinion panafricaine. Donc, si ce Damiba a commis de telles actions, est-ce que ce Damiba peut être, s'il a pu trahir son peuple, est-ce qu'il peut être crédible dans le cas d'un revirement de ses positions? Il y a beaucoup de choses à travailler avec ce gouvernement de transition au Burkina qui finalement, on constate, n'avait pas de cap. C'était un gouvernement, c'était des militaires qui ont pris en plein vol une révolution, mais qui n'avaient pas un cap. Au niveau du Mali, il y avait un cap, mais au niveau de Burkina Faso, c'était vraiment une prise de pouvoir pour sauver les apparences d'un gouvernement qui était brinque-ballant et d'une relation et d'une France-Afrique qui sentait que les choses étaient en train de basculer. Maintenant, ces individus qui ont pris cette révolution en otage n'ont pas de cap. Ils essayent de s'agripper à n'importe quel bouée de sauvetage qui se présente à eux. Le revirement de situation, si c'est ce qui se passe actuellement, n'est en fait qu'une bouée de sauvetage pour eux. Et c'est pourquoi nous disons ce gouvernement ne sera poussé à être sincère dans ses relations avec les autres pays qui sont dans l'élan panafricaniste, dans l'élan émancipateur, que si le peuple burkinabé reste vigilant, reste mobilisé, reste fort dans ses orientations. C'est le peuple burkinabé de récupérer totalement sa souveraineté, malheureusement. Au Mali, on a des militaires conscients de l'enjeu. Au Burkina, on a des militaires qui n'ont visiblement pas de cap à suivre. Ils sont dans le sens du vent. Lorsque ça souffle à gauche, ils sont à gauche. Lorsque ça souffle à droite, ils sont à droite. C'est malheureux, mais c'est la situation qu'on observe avec cette visite. Alors, Monsieur Sylvain de Bogou, la lutte contre le terrorisme au Sahel est un élément important pour le gouvernement burkinabé. Ce défi sécurité peut-il être un élément déclencheur pour un désir de réintégration du Mali au sein du G5 Sahel? Oui, merci Madame une fois de plus. Merci beaucoup. Je tenais d'abord à ouvrir une petite parenthèse pour dire aux confrères Kone Gbagbo, lorsqu'on vient sur un plateau, on ne vient pas injurier les gens comme quoi on détient la vérité. Lorsqu'on dit aux gens, vous ne savez pas lire au-delà des lignes, entre les lignes,
franchement, il faut qu'ils sachent raison garder. Mais je dis, par rapport à la question que vous posez, madame, le G5 Sahel, je crois que Bazoum et Damiba eux-mêmes, dans leur première sortie, ils ont déjà vraiment, ils ont écorché, en tout cas, les dirigeants maliens. Et revenir dans le G5 Sahel, pour moi, c'est revenir sous le contrôle français actuellement. Parce que qui est celui-là qui fournit, en tout cas, les armes et tout au G5 Sahel? Qui est le G5 Sahel? Le G5 Sahel, c'est carrément l'enfant de la France. C'est la France qui contrôle le G5 Sahel. C'est la France, pour contrôler toujours cette partie de l'Afrique, a inventé, en tout cas, ce machin, pour en tout cas, prendre le mot de Gaulle. Vous voyez? Et donc, le Mali, quitter sa position actuelle et revenir dans le G5 Sahel, c'est-à-dire, c'est abandonner totalement l'avancée de son combat par rapport à sa propre libération et par rapport à la libération de l'Afrique que nous souhaitons tous. Et donc, revenir dans le G5 Sahel, je pense que c'est le Mali, au contraire, qui doit leur dire, le G5 Sahel ne nous arrange pas, voici la route à suivre. Parce que moi seul, c'est-à-dire le Mali, à lui seul, est en train de faire des avancées sur son propre territoire. Le Mali a démontré qu'avec ces nouveaux accords avec, par exemple, la Russie, a fait des avancées, que la France, qui est déjà là-bas, avec plusieurs groupes, en tout cas, nommés par-ci, par-là, n'a rien achevé. Alors que, avec la Russie, à moins d'un an, le Mali a fait des avancées vraiment très salutaires. Alors pour moi, je pense que parler de G5 Sahel, le Mali revenu au G5 Sahel, ce serait vraiment une erreur grave de la part des dirigeants maliens qui auraient en ce moment tout abandonné pour remettre le Mali et toute l'Afrique qui les regarde aujourd'hui à la France, c'est-à-dire à l'Élysée, les yeux bandés, la bouche bée, et puis les oreilles et tout attachées. Voilà en tout cas la sortie que je pouvais donner par rapport à votre question. Et cette question, je vous la renvoie à M. Nestor Podassé. Ce défi sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel, peut-il, selon vous, être un élément déclencheur ou un justificatif fort pour pousser ou alors matérialiser un désir de réintégration du Mali au sein du G5 Sahel? Il faut le rappeler, Niamey et Ouagadougou ont souhaité véritablement que le Mali vienne, je cite, assumer ses responsabilités dans la lutte anti-djihadiste. Excusez-moi, madame, mais je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de terroristes au Sahel. Il n'y a que la France qui arme des groupes bandits pour venir tuer des Africains. C'est ce qui existe au Sahel, sinon il n'y a pas de terroristes. Je vous donne un exemple, par exemple le cas du Mali. Il y a le MNLA, qui est un groupe formé par la France, armé par la France pour venir faire la partition du Mali. Ça c'est un. Deux, Iyad Agarali a été formé par la France avec CIA américain, Qatar, Arabie Saoudite pour venir déstabiliser le Mali. Ça fait deux. Et Amadou Koufa est le sous-traitant de Iyad Agarali. Donc on parle de quel terroriste ici? Ça c'est un. Deux, au Burkina Faso, au début on parlait de Ansaro Islam de Malam Diko, qui était le disciple de Amadou Koufa. Il est tué en 2017 ou en 2018, je pense, par l'armée burkinabé. Mais jusqu'à aujourd'hui, au Burkina Faso, on ne dit pas qui est le terroriste. On ne connaît pas le visage, on ne connaît pas son corps, on ne connaît pas ses mains, on ne connaît pas sa main, on ne connaît pas sa bouche. Il n'y a pas de communiqué. Donc si vous regardez très bien le film de Jack Bauer, qu'on appelait 24 heures chrono, vous comprendrez que non, c'est un réseau de mafia. Donc il y a des connexions à l'interne pour déstabiliser le système. Alors je vais vous dire une chose, Burkina Faso a une triste histoire légendaire dans la déstabilisation des pays de la sous-région. Et ce réseau-là, bien vrai que Blaise est parti, mais le serpent n'est pas mort. Le serpent n'est pas mort parce que Damiba dans ce coup d'État n'est qu'un figurant. Et Damiba n'a même pas de décision à prendre.
Raison pour laquelle nous, le peuple panafricaniste, je demande à tout le monde panafricaniste de maintenir la pression sur le Burkina Faso. Ça, c'est la haute marmaille. D'après Makosso, ça ne passera pas. Il faut que les panafricanistes, on reste vigilants. Il ne faut même pas qu'on va tomber dans l'émotion. La révolution et puis l'émotion ne vont pas ensemble. Chers panafricains, ne soyons pas émotifs. Allons droit au but. Il n'y a pas de terroristes ici. Le samedi passé, ça fait 7 jours aujourd'hui, le SG du ministère de la Défense a dit, au Burkina Faso aussi, qu'ils ont toutes les stratégies pour lutter contre les terroristes. Mais quelles que soient les stratégies qu'ils vont élaborer là, tant qu'il n'y a pas une volonté politique pour éradiquer, que ça ne peut pas. Ça veut dire quoi? Nous avons des hommes bien formés, nous avons des matériels qu'il faut pour combattre. Mais tant que le palais, c'est-à-dire que celui qui est assis au palais présidentiel ne dit pas attaquer telle zone, neutraliser tous les bandits armés qui sont là-bas, et ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont obligés, même les BDP, les volontaires de la défense de la patrie qui s'écrivent les vilets là, si on les donne des armes, ils peuvent finir avec les terroristes au Burkina Faso en 1 semaine. Moi j'ai des frères qui sont dans l'armée, ils m'ont dit, frère Nestor, si l'État central donne l'autorisation, en 1 semaine, militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, douanes, tous les corps habillés réunis avec les volontaires de la défense de la patrie réunis en 1 semaine, le terrorisme est fini au Burkina Faso. Ils vont nettoyer le territoire en 1 semaine. 264 000 km², ce n'est pas beaucoup. Mais pourquoi jusqu'à présent, il y a le terrorisme au Burkina Faso et on surnomme terroriste? C'est des bandes armées pour faire les trafics, c'est tout. J'ai fait une petite chronique là-dessus. Si vous voulez, je peux me permettre de relater ça rapidement pour que l'auditeur et tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de dire. L'oligarchie politique, la bourgeoisie politique a fait naître une nouvelle classe de citoyens au Burkina Faso. Des fruits de la mauvaise foi et de l'hypocrisie politique. Tout chassette ici les opinions, la présence à des meetings, des mobilisations des organisations de la société civile. Au centre de cette cacophonie, il y a cette jeunesse qui a appris des aînés que la politique, elle apporte des grands succès, des grandes richesses, là où on détourne sans être inquiété. Après l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, les pages de ce pays ont été peintes de suie, de toute forme de dérive que la conscience digne ne peut concevoir. Nous devons demander pardon à ceux que nous avions contribué à semer le désordre dans les pays. Nous devons demander pardon pour nos participations à des guerres qui ne nous regardaient pas, où on a servi de mercenaires et a même été des bases arrières. Le Burkina a été utilisé comme base arrière, ou des couloirs de ravitaillement en munitions, en armes et en trafic de tout genre. Avant de prétendre parler de nous burkinabés, il faut d'abord aller demander pardon au peuple de l'Angola. Le Burkina a participé à la guerre de l'Angola. Il faut demander pardon au peuple du Libéria, demander pardon au peuple de la Sierra Leone, demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire, demander pardon au peuple du Mali, demander pardon au peuple de la Libye. Cet contexte historique, le même réseau ayant recruté et formé les jeunes des localités frontalières du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, est le même ayant servi à recruter des jeunes des localités Burkina Faso faisant frontière avec le Mali pour combattre aux côtés du MNLA au début de la crise malienne. Ayant vu que les événements ont connu une autre tournure dans la sous-région avec l'insurrection en 2014, bon nombre de groupes armés ont été déguisés en d'autres fins, afin de voiler l'agenda caché de la France, qui a commencé avec l'assassinat de Kadhafi. Du chaos en Libye, car ayant bien élaboré le plan, où le seul obstacle était la Libye, avec son projet de monnaie panafricain, qui était à deux pas et qui devait être en circulation en 2020 au plus tard. Bon nombre de ceux qui manipulent toujours notre armée au Burkina Faso, qui font des chantages de déstabilisation, qui sont derrière les coups d'État, passant par celui du Djengere et du MPSR, ont longtemps créé leur lobby dans ce trafic. Ils détiennent des couloirs de ravitaillement en armes, munitions, des monopoles de ravitaillement du personnel dans les missions onusiennes. Il nous revient de notre fort constat que celui qui est mis à la tête de notre État n'est qu'un figurant. Il n'a pas de monopole de décision, il s'agit de Damiba. Il n'a aucun mot au-dessus de cette bourgeoisie politique, militaire et homme d'affaires.
Il n'a aucun mot à dire sur ces richissimes manipulatrices laissées par le régime Compaoré que le MPP a essayé de dompter en vain. Il est là pour un but. Et dans les clauses, certains dossiers doivent pas voir le jour. Les audits, les enquêtes dans l'affaire des gilets par balle qu'on a considéré comme des gilets plastiques. Les audits et enquêtes sur l'affaire concernant le budget voté estimant budget de l'armée qui est de 700 milliards pour équiper et réorganiser notre armée. Les audits sur l'implication du Burkina Faso comme base arrière du fameux plan Azawad, coordonné par l'Élysée, donc les dignitaires burkinabés étaient des pions de terrain. Si je dois vous dire quelque chose de précieux, c'est que tout ce qui se trame à l'horizon n'est qu'une diversion, une manipulation. C'est un scénario bien élaboré et ce que vous voyez joue bien les scénarios. Le couloir sahélien, c'est-à-dire axe frontière du Togo vers la bande sahélienne, est un couloir de trafic, de lobbying, de trafic de tout genre, minéraux, armes, drogue, contournement douanier. Menez vos enquêtes et vous en saurez beaucoup. Ce couloir est un instrument incontournable géostratégiquement pour la France. Tu vois, non? Je vous donne un fait important. Des groupes armés faisant des enlèvements dans cette même zone, les cibles étaient des missions diplomatiques où des groupes armés demandaient des rançons en tant que condition de libération. Et bizarrement, c'est-à-dire les conditions de négociation étaient les suivantes. Ils choisissent toujours Djibril Bassolé et Djengere pour apporter la manette d'argent, pour venir chercher les captifs. Et sur les 100, les généraux Djengere et Bassolé prenaient des hélicoptères de l'armée burkinabé pour aller mener les négociations. Il y a bien des dossiers comme des trafics Charles Taylor, président du Libéria avec Burkina Faso. Sur ces faits, je vous informe que les vidéos du procès Charles Taylor, où Blaise Compaoré fut cité plus de 7 fois, ont été archivées, effacées via une négociation des services de renseignement français. Allez-y lire le procès avec ceux qui détiennent toujours la vidéo. Vous comprendrez beaucoup. Ce qui se vit au Burkina Faso n'est pas un plan d'occupation de groupes terroristes. Loin de là, c'est juste une diversion. Nul n'a les preuves sur l'identité de ceux qui manipulent toujours les groupes, de ceux qui nous attaquent. C'est un groupe formé, élaboré et implanté. Les formations sont gérées par des mercenaires et les armes sont fournies par des partenaires via des avions. L'enjeu de trafic est l'or, le diamant, le lithium, le gaz, le pétrole, bien d'autres ressources énergétiques. Selon des sources bien coordonnées, les monarchies du Golfe veulent assez d'or pour se lancer dans une devise stable, au cas où si le pétrole venait à chuter. Les mêmes devises est convoitée par la Banque européenne. Nous voulons dire aux Africains de ne pas se tromper d'ennemis, car le mal est profond et la pourriture est dans la maison. Laver la maison est d'abord une garantie pour gagner ce combat. Les riches opérateurs économiques travaillent avec tous les régimes passés, même avec celui qui sont cités parmi les fournisseurs en armes, carburant, denrées alimentaires au groupe ANI, c'est-à-dire groupe terroriste. Et ceci, ça dit que nous invitons tous les Africains à mener vos propres enquêtes. Voilà, ça c'est enquête des yeux et oreilles panafricains. Donc c'est pour vous dire ce qui se passe là. C'est la pure diversion. Le combat panafricaniste doit continuer coûte que coûte, vaille que vaille. Merci beaucoup. Merci Monsieur Podacé. À coup sûr, cette pétition, alors cette lettre n'est pas arrivée dans des oreilles de sourds. Monsieur Konebabo, en quelques mots, nous sommes en train de refermer cette première thématique. Monsieur Konebabo, enjeu sécuritaire, enjeu économique, profitable pour les deux États ou bien? Enjeu sécuritaire d'abord. Économique, ça va venir après. Mais pour l'heure, c'est sécuritaire. Il faut le dire, moi je ne cache pas mes mots. Les deux gars, plus Doumbouya, c'est des vrais gars. Et moi je le dis depuis très longtemps. D'ailleurs, je suis le seul panafricaniste qui soutient ce gars et qui se bat à ses côtés.
Bien vrai que parfois, il tape dessus. Oui, parce qu'il arrive parfois que souvent il y a des situations, mais il faut taper dessus. Mais après, il faut le reconduire. Moi, je ne comprends pas les panafricanistes. Il y a un problème qui est là. Il y a un problème qui est là. Il faut que déjà, nous panafricanistes, on arrive à revoir ce problème. Vous allez voir les France-Africains là. Quand ils perdent un élément, il faut tout leur possible pour le faire ramener à la maison. Il faut tout leur possible pour le ramener à la maison. C'est comme autant de Oufoué-Boigny. Qu'est-ce qui s'est passé quand Oufoué-Boigny a quitté sa posture de valet et il avait commencé à devenir panafricaniste. Aujourd'hui, Oufoué-Boigny a bloqué le cargo de Côte d'Ivoire. Il n'a pas voulu vendre aux Blancs. Pourquoi? Parce que le prix était bas. Il a osé donner un prix de vente. Alors que les gens à Babylone avaient l'habitude de donner un prix d'achat et puis Oufoué-Boigny est cédé. Mais Oufoué-Boigny, au soir de sa vie, a donné un prix de vente. Il a dit, je ne peux pas accepter. Donc il a bloqué le cargo de Côte d'Ivoire et n'a pas voulu vendre le cargo de Côte d'Ivoire. Mais les Blancs ont tout fait pour le ramener à la raison. Pour le ramener dans le temps. Mais aujourd'hui, nous, parce que Damiba, on estime qu'il n'est pas avec nous et on le jette. On le jette au loup. Nous ne tapons pas dessus pour qu'il revienne, mais on le jette au loup. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Ce qu'il a apprêté comme chemin là, Assimi Goïta ne peut pas accepter de mutualiser ses efforts de guerre sur le champ de bataille avec quelqu'un qui n'est pas ami à lui et qui est ami à son ennemi. Mais ça sert à quoi? Il faut soutenir pour l'heure ce gars et l'amener à la raison. Même s'il y a des petites erreurs, l'être humain reste ce qu'il est. Le propre de l'être humain, c'est l'imperfection. Il ne peut jamais être parfait. S'il y a des erreurs, on lui dit haut et fort. Et pour qui il se redresse? C'est ce que j'avais à dire sur ce point-là. Merci. Alors, Général Issa Diawara, en quelques mots, pour des panafricanistes, le président burkinabé veut distraire le colonel Assimi Goïta dans sa dynamique de mettre à nu les preuves du soutien français au terrorisme. Partagez-vous cet avis ou alors vous battez cette envie en brèche? Là où Macron n'a pas réussi à distraire le colonel Goïta, là où Macky Sall a échoué à distraire le colonel Goïta, là où Ouattara avec son histoire des mercenaires n'a pas réussi à distraire le colonel Goïta, c'est pas Damiba qui va réussir cela. Je vous ai dit, qui a plus à craindre d'une alliance des trois colonels de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire colonel Goïta, colonel Damiba, colonel Ouadi Doumbia. C'est cette alliance qui va faire beaucoup mal. Et je pense c'est plutôt le bloc français, le bloc de la France-Afrique qui a beaucoup plus peur de l'alliance des trois colonels à la tête des trois pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup travaillent pour que Damiba reste toujours au sein du bloc France-Afrique et au sein du bloc de la France-Afrique. Évidemment, nous travaillons bien sûr pour qu'il soit de notre côté. C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que nous travaillons dans ce sens. D'ailleurs, peut-être je vais vous faire parvenir très bientôt, et je vais peut-être transférer ça à Jonathan, le tweet du colonel Goïta, qui tweet très rarement. Vous savez, c'est un monsieur qui communique très peu, mais qui tweet pour vraiment féliciter. Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui sont venus, mais il est très rare de le voir féliciter un chef d'État pour son déplacement. Donc ne créez pas que Damiba soit là pour manipuler Goïta. Vous pouvez aussi craindre peut-être, il faut peut-être penser à l'inverse. C'est-à-dire, c'est bien sûr le colonel Goïta qui peut avoir le colonel Damiba pour le projet que nous sommes en train de porter pour l'Afrique. Ne l'oubliez jamais. Merci. Merci, Général Issa Diawara.